Pendant le vlog, au début, je paniquais. J'étais sûr et certain qu'il allait y avoir personne qui allait venir le soir. Si vous vous mettez un petit peu dans notre peau, on a vendu tous les billets à 3 semaines de l'événement. Donc, à 3 semaines de l'événement, on a fermé les portes. Et il n'y avait plus de possibilité pour les gens d'acheter des billets. Mais les billets étaient 30 $. Et c'était un vendredi soir, un des premiers beaux vendredis soirs à Montréal. Un commitment de 30 $, c'est facile de ne pas l'honorer. Si c'était 200 $ ou 500 $, t'as un petit peu moins de stress avec ça parce que t'as déboursé beaucoup. Mais 30 $, tu peux l'oublier assez rapidement, surtout avec le prix des choses à Montréal en ce moment, qui m'a jeté à terre un petit peu pendant mes 2 semaines là-bas. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et Jonathan Léveillé nous fait le plaisir et l'honneur aujourd'hui de revenir sur le podcast. Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui? En pleine forme, Antoine. Une semaine extrêmement chargée la semaine passée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un grand sprint comme ça. On s'est promené à travers le Québec jusqu'à Sept-Îles pour aller visiter l'Institut technologique de maintenance industrielle, vu qu'on se rapproche beaucoup des manufacturiers et distributeurs. Honnêtement, c'est impressionnant de voir ce qu'ils font là-bas, la capacité humaine et financière qu'ils ont pour élever les entreprises du Québec au niveau technologique en maintenance industrielle, d'abord et avant tout. Donc, c'est wow, des beaux projets à faire avec eux également pour aider de nos clients et de leurs clients. Donc, c'était très intéressant. On a déposé une offre également pour potentiellement une acquisition d'une entreprise. Donc, je laisse un petit peu planer le soupçon là-dessus ou le mystère. J'étais même pas au courant. Oui. J'étais même pas au courant. Wow, incroyable, Donc, incroyable. Un petit arrêt dans le coin de Québec également pour faire une présentation chez un de nos plus gros clients, Groupe Picard, qui est un emblème et un leader de l'industrie là, dans l'acier au Québec. Donc, conjointement avec la Chambre de commerce de Lévis et nos partenaires ProJima et ProAction. Donc, super semaine qui est arrivée, plein de choses condensées et on revient un mix de énergisé et mon Dieu que ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'heures, mais c'est le fun des semaines comme ça. On progresse très rapidement puis ça a un impact positif et autant pour l'équipe, pour les clients, puis la vision stratégique où est-ce qu'on s'en va. Donc, super énergisé et en forme aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de sophistication au niveau technologique et vous êtes dans le domaine manufacturier, vous savez qui aller voir. Jonathan et son équipe seront les bonnes personnes pour vous. Jonathan, est-ce qu'on fait finalement un bon petit post-mortem de notre événement du 24 mai dernier? On n'avait pas la chance de discuter ensemble la semaine dernière, donc on n'a pas pu faire le post-mortem à chaud, mais je pense qu'on n'est pas encore tellement loin de l'événement pour sortir les bons, les moins bons coups. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que ça vaudrait la peine, surtout si on veut s'améliorer, parce que si je te regarde aller, Antoine, d'après moi, tu vas peut-être en faire un deuxième, un troisième, et éventuellement. Fait que si c'est le cas, je suis un très, très, très grand fervent de faire des post-mortem. Je pense qu'il faut s'améliorer à chaque fois, d'amener ça au prochain niveau. Donc, oui, allons-y, Antoine. Je ne sais pas si tu veux commencer ou je débute de mon côté. Oui, commence de ton côté. Je serais curieux Pour les gens qui nous écoutent, on ne s'est même pas vraiment parlé tant que ça, Jonathan et moi, depuis l'événement. Tu étais en vacances, puis par la suite, tu es allé, bien entendu, comme tu l'as mentionné, à Sept-Îles. Donc, à part avoir discuté ensemble dans la soirée, on n'a pas tellement parlé. Donc, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses les deux ensemble aujourd'hui. Là. Et ça a bougé tellement vite dans la soirée qu'on a essayé de se concentrer sur les invités, les gens autour. Donc, on s'est un peu parlé au début, un peu parlé à la fin, on s'est dit bye et on se revoit aujourd'hui. Donc, j'irai avec l'optique, je vais emprunter la technique de Andrew de Stay22, qui est vraiment un entrepreneur wow au Québec. Si jamais il nous écoute, je le salue. La technique du good, bad and ugly. Il fait des mises à jour mensuelles écrites à toute sa gang dans l'entreprise, à ses investisseurs, puis les gens qui gravitent autour de Stay22. Et j'ai commencé à voler un petit peu cette technique-là également là, ici chez OpenMind. Et là, j'ai fait la même chose pour l'événement. J'ai mis quelques petites notes pour le good, the bad and the ugly, ce qui permet souvent d'améliorer les choses dans notre entreprise ou du moins pour les événements. Ce que j'ai noté du côté good, donc le bon, la qualité des gens sur place, honnêtement, c'était vraiment wow. Il y avait, honnêtement, de tous les specs, tous les calibres, des gens extrêmement forts dans des sujets très précis. Il y avait des grosses têtes d'affiches qui étaient très accessibles aussi. C'est ça, je trouve le fun. Tous les panélistes qui étaient de l'avant étaient facilement accessibles pour discuter. Tout le monde était terre à terre. Honnêtement, ça a été wow à ce niveau-là. Donc, la qualité des gens, particulièrement un vendredi soir, on va se le dire, là, moi, puis je remets tout le crédit de l'événement à 110% à Antoine et sa gang. C'est vraiment eux autres qui ont tout fait. Mais quand Antoine me dit ça va être un vendredi soir, j'ai fait Antoine, t'es-tu sûr? Un vendredi soir,
au mois de mai, la semaine de C2 Montréal, il n'y a personne qui va vouloir venir, ou du moins qui va être capable de négocier dans son horaire familial du temps pour ça. Antoine, c'était plein, 100 quelques personnes. Vraiment impressionnant. Puis des belles discussions avant, après, pendant. Donc, dans mes bons côtés, là, vraiment, les gens, c'était wow. La qualité des échanges aussi, le delivery de chaque personne qui était en avant. Je pense que tu avais choisi des bons intervenants et ils ont livré la marchandise. Il y en a qui ont fait pratiquement des shows d'humour. Donc, je lance une petite flèche positive à Dominique qui était hilarant dans son speech, mais très pertinent pour nous aider à faire une réflexion et à avancer. Donc, du côté du bon, qualité des gens, qualité de delivery, l'accessibilité également des gens. J'ai rarement vu un événement de cette accessibilité-là, de cette humbleté. Je viens d'inventer un mot. Et, humilité, ouais. Humilité, exactement. Donc, pour moi, ça a été vraiment le bon côté de l'événement. Là. Bon, intéressant. Les autres? On enchaîne avec le mauvais. Ça a terminé, je pense, plus tard qu'on s'attendait tous. Donc, j'ai même pas regardé l'heure quand ça a terminé, mais tout le monde était en mode, bon, il commence à être beaucoup plus tard qu'on s'attendait. Donc, peut-être de devancer à ce moment-là l'événement en termes d'heure, surtout si c'est le soir. Je pense que les gens étaient déjà à Montréal et donc, il y a comme un petit trou probablement entre 4h30 et 6h. Donc, peut-être devancer d'une demi-heure, 1h30 l'événement, essayer de condenser un peu plus les panels pour qu'on puisse terminer plus tôt. Donc, ça, c'est le côté, je dirais, le bad que je pense qu'on a eu. Mais j'ai été très surpris de la quantité de gens qui sont restés après pour jaser. Je pensais que tout le monde allait disparaître. Je pense qu'il était rendu 9h30, 10h quand ça s'est terminé, si mon feeling était bon. Mais mon Dieu, les gens sont restés, ça jasait. Moi, j'ai essayé de partir. Ça m'a pris, je pense, 1 heure pour essayer de partir. Ouais. Et ça a été pratiquement impossible. Donc, voilà. Et le côté ugly, donc le côté plus noir et négatif, moi, je suis parti de là avec une très grosse faim. Donc, bien que tu avais mis, je pense, avec ton équipe, beaucoup de sous dans la bouffe, le fait que c'est des petites bouchées qui se promènent, on n'a pas eu tous accès ou du moins eu la capacité de manger à notre faim. Tenant compte que l'événement se terminait tard, je pense qu'il y en a beaucoup là, qui sont partis de là et qui se sont rués vers le McDonald's, l'autre bord de la rue, pour être capable de se soutenir au niveau alimentaire. Donc voilà. Mais je dirais vraiment, wow comme événement. Je pense que c'est tout à fait à ton image de toi et ton équipe, du podcast également aussi. Et c'est tellement le fun de rencontrer les gens en personne. Je disais souvent l'expression ce soir-là, nous, on voit juste des statistiques et on parle devant un micro, mais on a quelques échos des fois par LinkedIn. Mais là, de voir les gens venir nous parler et surtout de voir l'impact du temps qu'on met sur le podcast, je pense que c'est pertinent. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus, en tout cas, me voir personnellement et dire que ça a fait une différence dans leur quotidien ou leur organisation. Donc, c'est notre pourboire de manière positive. Ah oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ton autre podcast Pivot qui m'en ont parlé sur place. Donc, comme quoi, il y a une belle synchronisation qui se fait entre les différents podcasts, les différentes discussions. Bon, de mon côté, puis ça va sortir bientôt là, dans les prochains jours. Là, on a un gros vlog. Juste pour vous donner un peu de contexte, on avait 6 caméras qui filmaient en 4K sur place, une grosse équipe de production, puis on a tout vlogué pendant la journée. Donc, les extraits visuels des panels vont être disponibles bientôt, tout comme un récapitulatif de l'événement. Ça va être, je pense, d'assez bonne qualité. Et pourquoi je dis ça, c'est que pendant le vlog, au début, moi, je paniquais. J'étais sûr et certain qu'il allait y avoir personne qui allait venir le soir parce si vous mettez un petit peu dans notre peau, on a vendu tous les billets à 3 semaines de l'événement. Donc, à 3 semaines de l'événement, on a fermé les portes. Il n'y avait plus de possibilité pour les gens d'acheter des billets. Mais le billet était 30 $. Et c'était un vendredi soir, un des premiers beaux vendredis soirs à Montréal. Il fait beau, la température est bonne. Un commitment, pardonnez-moi l'anglicisme, de 30 $, c'est facile de ne pas l'honorer. Si c'était 200 $ ou 500 $, tu as un petit peu moins de stress avec ça parce que tu as déboursé beaucoup. Mais 30 $, tu peux l'oublier assez rapidement, surtout avec le prix des choses à Montréal en ce moment, qui m'a jeté à terre un petit peu pendant mes 2 semaines là-bas. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, moi, je me suis dit, il n'y aura personne. Donc, le jour même, un peu en panique, je me dis, Puis parce que là, la veille, je recevais des emails de gens, Antoine, je m'excuse, je ne pourrais pas être là, etc. Là, j'ai commencé à me dire, ça, c'est des gens qui m'envoient des messages. J'imagine, eux, qui m'en enverront pas. Donc, on a réouvert des tickets
pour l'événement, le jour même, je pense que j'ai ouvert 10 tickets. Les 10 se sont vendus rapidement, donc je me suis dit, il y a encore de l'intérêt. Ça m'a donné un peu espoir, mais tout de même, je pensais qu'il allait y avoir personne. Finalement, comme tu l'as dit, Jonathan, ça a été plein. On avait vendu 170 billets. Au dernier calcul que j'ai regardé, il y a eu 130 personnes qui sont venues. Donc, il y avait beaucoup de gens. La majeure partie des gens qui avaient acheté des billets sont venus. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. En termes d'événements, effectivement, il y a eu une générosité exceptionnelle des gens qui étaient avec nous, les Jonathan Léveillé, les Dominique Gagnon, les Simon Desbennes et tous les autres panélistes. Ça a été vraiment des échanges profonds qui sont rares à trouver. Je pense qu'habituellement, quand tu t'en vas dans des événements d'affaires, tu as des présentations, mais je ne sais pas si tu as cette qualité aussi profonde de discussion qu'on a eue dans des panels, dans des débats, dans des sujets d'actualité. J'ai l'impression qu'on vient quand même on vient amener avec ces événements-là quelque chose qui ne se retrouve pas. Ou du moins que moi, personnellement, bon, je ne suis pas le meilleur exemple, je ne sors pas beaucoup, j'ai rarement vu dans des événements d'affaires. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose d'intéressant et beaucoup de gens sont venus nous dire ça par la suite. C'est beaucoup le feedback qu'on a eu sur la majeure partie des gens qui étaient sur place, qui d'ailleurs sont restés jusqu'à la fin. Et c'était pas 21h30, ça allait terminer, c'est 22h30, c'est pour te dire. Donc à 22h30, c'est là que ça a terminé et les gens sont restés jusqu'à la fin. Donc ça montre vraiment la profondeur des échanges. Je ferai une parenthèse, Antoine, là-dessus. Tu t'attendais à quelle heure initialement que ça allait terminer? Je suis curieux de voir c'était quoi le planning. Il n'y avait pas de planning. Moi, dans ma tête, j'avais... C'est pour ça que tu me dis réserve toute ta soirée, peu importe l'heure. Réserve toute ta soirée, ouais. Ouais, puis je me l'ai fait dire une couple de fois pendant la soirée par les panélistes qui ont des familles. Ils disent Antoine, tu comprends pas. C'est vendredi soir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. La vérité, c'est qu'on a fait de la réservation 3 mois en avance, puis il n'y avait plus aucune belle salle à Montréal disponible un jeudi soir. C'est ce qui nous a amené le vendredi. Puis ça nous a inquiétés au départ. Finalement, ça s'est révélé comme quelque chose qui n'a pas été tellement problématique. Mais bon, j'avais pas vraiment de plan en termes de temps. J'avais des panels qui, je me disais, vont durer entre 30 et 45 minutes. Le défi qu'on a eu, c'est que le premier panel a duré 1 heure. Donc là, on s'est regardé et on s'est dit, oh, si les 3 panels durent 1 heure chaque, ça va terminer tard. Et là, c'est là qu'on a ajusté un peu. Je pense que le deuxième panel qui te fait partie durait peut-être 35-40 minutes. Le dernier panel, sensiblement la même chose. Donc, on a été capable d'ajuster un peu rapidement, mais on le saura pour les prochains. Je pense que, comme tu l'as dit, la prochaine fois, il faut que l'événement commence plus tôt. On n'aura pas le choix, mais bon, qui dit plus tôt, peut-être dit dynamique totalement différente. Est-ce qu'au lieu d'une soirée, ce sera une journée? Qui sait? À voir. On regardera où est-ce que tout ça nous mène. Une autre chose, je pense qu'on apprend de l'événement, c'est qu'il y a définitivement plus de demandes que ce qu'on aurait pu penser. Au début, c'était supposé être un événement de 50 personnes. On a terminé à 170 avec 130 personnes qui sont venues. Je pense que la prochaine fois, ça serait intéressant d'avoir une plus grosse salle parce que la majeure partie des billets habituellement s'achètent 2-3 semaines avant un événement, endroit qu'on n'en vendait plus des billets. Donc, je pense que clairement, il va falloir revoir la grosseur de l'événement. Ça, c'est sûr. En termes de bouffe et d'alcool, écoute, j'ai vu combien que ça nous a coûté. Je me dis qu'il y en avait assez, mais peut-être qu'on aurait pu faire les choses différentes. À voir. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore assez réfléchi. Puis tu vois, tu es le premier qui m'amène ce feedback-là. Donc, je pense que ça amène à réfléchir parce que peut-être que ça s'est déroulé avec d'autres. Comment qu'on peut mieux prévoir? Est-ce qu'on est clair que c'est pas un souper? Est-ce que les gens s'attendaient à un souper? Bref, il y a peut-être ça qui aurait fallu définir un peu plus. Je pense qu'il y a plusieurs points qui ressortent de ça. Mais je pense que, et je le dis sans aucune prétention, mais avec les gens qui étaient sur place, je pense que pas grand-chose de différent que j'aurais fait. Autre que le commencer un petit peu plus tôt puis peut-être condenser un peu plus les panels, j'ai vraiment l'impression qu'avec le feedback qu'on a eu, le fait que les gens sont restés aussi tard, ça me démontre qu'il y a une demande pour des types d'événements de la sorte, puis qu'on va devoir trouver une façon d'en faire d'autres. De quelle manière, on ne le sait pas encore, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Et j'ai trouvé ça super brillant au niveau commanditaire que l'école d'entrepreneurship de Beauce apparaisse dans le décor en cours de route, si je ne me trompe pas. Ben, en gros, on voyait le bill monter de l'événement, puis on s'est dit, bon, peut-être qu'on va avoir besoin d'un peu plus de partenaires. D'ailleurs, je tiens à le dire haut et fort, puis j'ai pas de problème à le dire. Ça reste un événement considérablement déficitaire. Même avec les partenaires, même avec tout ça, mais écoute, c'est bon, on apprend, puis je pense qu'on le saura pour la prochaine fois. Puis en voyant les dépenses augmenter, à un certain point, on n'avait pas le choix d'aller chercher. Ben, pas le choix. On aurait pu faire ça, mais on sentait que c'était plus intelligent d'aller chercher un 6e partenaire. Puis l'école d'entrepreneurship de Beauce nous avait
posé des questions dans le passé à savoir s'ils pourraient s'intégrer au podcast. Donc, c'était le moment idéal pour les relancer et leur dire qu'on avait de la place. Et je mentionne ça pour faire un lien sur quelque chose d'autre, Antoine, puis je te lance l'idée. On est beaucoup en mode brainstorming, des fois en mode temps réel. S'il y a d'autres événements et de voir le sourire que tu fais présentement, j'en comprends qu'il va y en avoir d'autres. Il y a peut-être moyen, effectivement, d'aller créer un effet de levier avec d'autres communautés qui sont extrêmement reliées avec l'entrepreneuriat. Donc, exemple, l'École d'entrepreneurship de Beauce a accès à un réseau d'entrepreneurs vraiment incroyable. Mais il existe de belles organisations à Montréal, exemple IO Montréal ou YPO à Montréal, qui a peut-être une possibilité de venir faire quelque chose, un effet de levier tous ensemble, qu'ils soient commanditaires ou pas, mais d'aller permettre d'encore monter vers le haut le calibre de ce qui se passe, puis le calibre des gens dans la salle. Pour avoir vu des événements et avoir été précédemment dans le groupe IO Montréal, honnêtement, le calibre est très proche au niveau de l'événement. J'avais jamais vu de calibre similaire à ce qui se passait dans IO Montréal. Et là, on est vraiment du calibre de IO Montréal. Et d'après moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans IO ou dans YPO qui ne savaient pas qu'il y avait cet événement-là. Donc, il y a peut-être une synergie à aller chercher, peut-être commanditaire, peut-être quelque chose de commun pour aller élargir la communauté. Mais le sujet de l'entrepreneuriat vient rejoindre tous ces gens-là, l'École d'entrepreneurship de Beauce, IO, YPO, Hypercroissance. Donc, simple idée que j'apporte à la table ici pour le ou les futurs événements. Là. Ben écoute, ce qui est sûr et certain, c'est quand tu ressors d'un événement de la sorte, tu es énergisé. Je suis convaincu que tu dois être énergisé dans le véhicule en sortant, tu discutes avec des gens. La force du podcasting, c'est que tu connais la personne sans la connaître vraiment. Tu es tellement connecté avec cette personne-là au quotidien quand tu fais des allers-retours en auto, quand tu prends le transport en commun, quand tu fais du sport, qu'à un moment donné, je me rappelle sur place, Jonathan, je parlais avec des gens et ils ne savaient pas j'étais qui. Mais à un certain point dans la conversation, ils ont reconnu ma voix. Puis ils ont dit « Ah, c'est toi l'animateur du podcast! » Mais vu qu'ils écoutent simplement le podcast en format audio, comme la majeure partie des gens qui écoutent le podcast, ils ne savaient pas qui on était. Mais à un certain point, ils reconnaissent la voix, puis là, c'est là qu'il y a un déclic qui se fait. Puis il y a des gens d'un autre côté que je parlais avec eux qui littéralement disaient qu'ils me connaissaient depuis vraiment longtemps. Ça fait des années que je te côtoie, Antoine. Je discute avec toi quasiment tous les jours. Tu es mon compagnon d'auto, tout ça. Puis tu as peut-être eu ces mêmes commentaires-là. Et c'est là que tu te rends compte. Que tu as quand même un devoir un peu à faire de dire si on impacte cette communauté d'affaires-là, si les gens ont eu du plaisir, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas nécessairement de type d'événement de la sorte, il faut que les prochains soient encore plus élevés, de meilleure qualité, mieux organisés. Donc, c'est sûr que ça donne des idées. Mais je pense que le prochain va devoir mériter plus ample réflexion, simplement pour une structure financière économique aussi, pour s'assurer qu'il y ait une pérennité à ça, qu'on soit capable de le faire de manière intelligente, de voir également si on en fait une journée ou un après-midi. Mais moi, ce qui m'a également surpris, c'est la portée du podcast. C'est vendre autant de billets, avoir autant de gens sur place, en uniquement le mentionnant sur le podcast, c'est 3-4 fois sur LinkedIn. Je me suis dit, il y a peut-être un petit peu plus de gens qui nous écoutent que ce qu'on pensait. Là. Et surtout pour la qualité de gens qui étaient là, qui se sont déplacés pour la journée. Ça qui m'impressionne. Vraiment, il y avait vraiment un engouement qui était là. Puis je partage la même philosophie. C'est quand même impressionnant d'arriver dans une salle. Il y a des gens qui viennent nous parler et qui nous parlent comme si on était des best buddies depuis des semaines, des mois, des années. Puis on est comme, attends une minute, j'ai-tu oublié quelque chose dans ma tête on s'est déjà croisés. Fait que c'est impressionnant de vivre cet aspect-là au niveau du podcasting et de voir l'impact qu'on a au quotidien. Et de voir qu'on est dans le day-to-day de ces gens-là. Il y a du monde qui sont venus me voir dire tous les matins au gym, j'écoute Hypercroissance, puis de temps à autre, c'est moi qui apparaissais dans Hypercroissance. Donc, je trouvais ça intéressant, cet aspect-là d'impact qu'on avait au bout de la ligne. Petite question pour toi, Antoine. J'ai été surpris de mon côté de voir que vous avez peu ou pas advertisé J7 Media et les autres entreprises du groupe. Ça a été quand même très discret dans l'approche. Les partenaires ont été plus mis de l'avant. Est-ce que c'était designé comme ça? Est-ce que c'était juste une question de rapidité pour avancer? Est-ce que tu voyais bouger un petit peu là-dessus sur les prochains événements? Parce que moi, être dans tes souliers, j'aurais peut-être mis un petit peu plus le branding et les entreprises de l'avant. Je suis curieux de voir ta réflexion là-dessus. Ben écoute, c'est sûr que c'est des questions qu'on se pose. Une chose que je me suis aperçu dans le passé, c'est que le podcast Hypercroissance devient une entité en soi, devient un brand en soi.
qui est propulsé, entre parenthèses, par les ressources de J7, certes, mais il est quand même très à l'opposé de ce qu'on fait au quotidien. Et effectivement, on aurait pu en parler, mais je pense que vraiment, dans la manière qu'on perçoit le podcast Hypercroissance au moment où on se parle, c'est que c'est une entité média du groupe J7, mais qui doit vivre de ses propres ailes. C'est-à-dire que si le podcast Hypercroissance veut continuer à vivre, il va falloir qu'il génère ses propres revenus. Le podcast Hypercroissance, s'il y a des propres partenaires, J7 peut être un partenaire, mais J7, entre parenthèses, paiera pour être partenaire ici. Donc, c'est une analyse que j'ai faite il y a quelques années de ça. Le message est trop opposé pour mixer ça à 100%. D'un autre côté, quand on va faire des événements marketing, on va en faire un premier en Europe à l'automne. Là, bien entendu, la dynamique J7 rentre dans le portrait ici parce que c'est ça qu'on fait, c'est de ça qu'on parle. Donc, je pense que c'est vraiment une dynamique de message proposé à l'audience, d'audience qui est dans la salle. Et c'est sûr qu'on est en train de se poser aussi beaucoup de réflexions de qu'est-ce qu'on fait avec le podcast. C'est sûr qu'on le continue. Ça, c'est clair, net et précis, mais à un certain point, il faut également que cette entité-là soit capable de voler un peu de ses propres ailes. Donc, si on veut lui mettre plus de ressources, plus de gens qui travaillent dessus, plus de contenu, plus d'événements, il va falloir qu'il y ait des revenus qui viennent avec ça. Est-ce qu'on continue à regarder le podcast comme, entre parenthèses, un outil de visibilité pour qui on est, pour nos entreprises, ou on essaye d'en faire vraiment un véhicule de monétisation? Et je suis dans ces réflexions-là en ce moment. Il y a des gens, dont Dominique Gagnon, qui m'ont grandement challengé récemment là-dessus en me disant « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu n'essaies pas de faire quelque chose? » Et là, je suis en réflexion de me dire « Bon, ça va faire 330, 340 épisodes. Je vois le temps qu'on met là-dessus. Je vois le temps qu'on a mis sur l'événement. Je vois les dépenses que l'événement nous a coûté. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à regarder cette entité-là de manière plus à part? Peut-être qu'on est rendu là après 330 épisodes. Peut-être qu'on a donné assez pour commencer à demander un peu en retour. Et quand je dis demander, je pense surtout en termes de monétisation, d'avoir des sponsors qui s'intégreraient. C'est des grosses réflexions en ce moment parce que quand tu vois ces événements-là, tu te dis « Ah, ça vaudrait la peine de peut-être pousser le tout un peu plus loin, mais est-ce qu'il va falloir tout le temps que tu le fasses au détriment de tes propres moyens? » Il y a ces réflexions-là. Question que peut-être tu vas vouloir garder la réponse confidentielle. Combien ça a coûté, Antoine, l'événement? Ah, j'ai pas de souci à le dire. En tout et partout, regarde, je vais sortir les chiffres devant moi. Je les ai, je vais le donner au détail près pour que les gens soient capables d'avoir On rappelle que par tête, 30 $ environ par billet. Ouais. Il y a eu proche de 180 billets environ de vendus. Donc, si on fait les maths, 6-7 000 de revenus au niveau des billets, quelques milliers de dollars au niveau des sponsorships. Exact. Donc, pour chaque billet qui rentrait, qui nous coûtait 30 $, ça nous coûtait, je pensais, 50 $ par tête. Finalement, c'était plus. Donc, ça nous a coûté à peu près 60 $ par tête. Donc, on perdait 30 $ à chaque billet qu'on vendait. Grand homme d'affaires, ça, Antoine. Donc, je regarde tous les coûts devant moi. On a terminé l'événement, je te dirais, on serait à peu près à 24-25 000 $ pour l'événement que ça a coûté. Et en termes de revenus billets, revenus sponsors, on serait environ, je te dirais, à 20-21 000. Donc, tu sais, c'est une perte d'à peu près 3-4 000 $, ce qui n'est pas énorme. Et plus tout le temps, bien entendu, qu'on a mis. Donc, mais ça a grandement évolué à travers le temps. On a augmenté la bouffe, on a augmenté la structure au niveau de l'alcool, on a augmenté la structure au niveau des caméras, la salle. Pour les gens qui étaient là, vous l'avez vu, c'était pas un petit événement bâti sur le coin d'une table. Là, ce qui est impressionnant en arrière de tout ça, c'est, si on se dit un chiffron, 20-25 000 $ pour l'événement en tant que tel. Si on se transpose dans le cas, mettons, des Yo Montréal, quand on organisait des événements, puis je participais à l'organisation de ces événements-là, mais par-dessus ça, il faut ajouter du temps administratif de la personne qui va s'en occuper, chose qui se rajoute sur le 20-25 000. Après ça, il faut payer les conférenciers. Là. Donc, théoriquement, ce genre d'événement-là, pour un soir, avec le calibre des conférenciers, s'il fallait payer, c'est probablement un événement qui aurait coûté entre 40 et 60 000 à peu près. Là. On a la chance que tous les gens qui étaient avec nous, les panélistes, c'est des connaissances, certains des très bons amis à nous qui n'ont pas demandé $1. Donc, d'ailleurs, on les remercie. Mais oui, effectivement, ça, c'est à dire. Si on avait eu à payer les conférenciers, les panélistes, on oublie ça. Là. Je pense que là, il aurait vraiment fallu qu'on voit un peu la structure. Mais
j'avais bon espoir. Avec une prime du vendredi soir. Ouais. Avec une prime du vendredi soir. Mais tu sais, puis tu vois, il y a certains des gens qui étaient avec nous. Si vous allez les contacter pour avoir une conférence d'eux, des fois, c'est proche de 10 000 là, pour un événement qu'eux vont donner. C'est juste pour dire. Mais c'est des gens qui sont proches de nous, c'est des amis, c'est des gens également qui voient la communauté qu'on est en train de bâtir puis qui veulent, bien entendu, impacter la communauté entrepreneuriale. Donc, tu vois, c'est pas que c'est tellement cher, l'événement. Au contraire, je pense que ça rentrait à 5-10 000 près dans ce que j'avais en tête. C'est juste que tu dis, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, théoriquement, si on a fait 170 personnes, devrait être de 500 personnes. Mais là, 500 personnes, on ne parle plus de la même dynamique. Et là, si on parle d'une dynamique qui est différente, tu as besoin d'une approche différente. Donc, je pense qu'il y a toute cette réflexion-là qui va devenir intéressante à faire, à se dire qu'est-ce qu'on fait avec le podcast. On va le garder, bien entendu, plus présent que jamais, mais il y a peut-être un coup à jouer pour vraiment impacter encore plus ce qu'on veut faire dans le futur. Et il y a une réflexion à savoir, est-ce que le volume en nombre de personnes augmente la qualité ou la diminue au final par rapport à l'événement? Parce que là, si l'objectif est d'ajouter des gens de plus, est-ce qu'on vient créer quelque chose de positif ou que ça peut tendre vers le négatif? Donc, c'est une réflexion aussi à avoir à ce niveau-là. Là, ça ne veut pas dire qu'on est plus, que l'événement va être wow, malgré que ça donne plus de ressources financières. Donc, c'est un dilemme à réfléchir et à regarder. Là. Exact. Donc, c'était le post-mortem pour l'événement panel d'hypercroissance. Jonathan, c'est sûr qu'on va en faire un. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on va en refaire. On n'aura pas le choix. Merci encore d'avoir fait 2 panels parce que oui, Jonathan a eu à faire 2 panels. On a eu quelqu'un qui a dû se désister pour des raisons personnelles. Donc, je te remercie. Je remercie également personnellement tous les gens qui se sont présentés. Ça m'a fait excessivement chaud au cœur de voir les gens qui se déplacent un vendredi soir, les participants, les panélistes, tous les gens qui étaient proches de l'événement, puis également les partenaires qui ont été fantastiques. Donc, ça a été une histoire qu'on a hâte de répéter. Merci Antoine, à toi, ton esprit entrepreneurial et toute ta gang qui te suivait en arrière, parce que ça a commencé sur le coin d'une table à San Francisco. Tu me dis, hey, est-ce qu'on fait un événement? Puis je suis comme, Antoine, c'est une bonne idée, mais moi, je peux pas mettre de temps ou quoi que ce soit autour. Et tu as dit, bah, on le fait, let's go. Et je t'ai vu sauter en bas de l'avion avant même de savoir quelle couleur de parachute fallait que tu fasses. Et là, de se ramasser quelques semaines, voire mois par après, et c'est complété, c'est fait, on peut cocher la case de c'est fait, mais c'est succès également. Bravo. C'est le fun de te voir aller. Puis c'est un beau succès québécois, malgré que tu es en Europe présentement. Mais voilà, c'est beau de te voir aller, Antoine. Je pense que ça l'inspire des gens et bravo. On aurait besoin de plus d'Antoine au Québec. Ah, ben c'est gentil, Joe. Ben, merci à toi. Je pense que tu as été formidable. Donc, un beau moment. On va le répéter bientôt. Merci pour tout. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.